Bienvenue à nos éditeurs. Donc, c'est le premier discussion-débat de Quartier 21 en direct du café associatif Le Camus à Clichy. Merci de nous avoir invités et de nous laisser travailler ici. Notre premier volet, ça sera autour de quelle stratégie face aux violences policières. Donc, on va commencer dès maintenant avec une première question, justement, c'est après la relaxe des policiers impliqués dans l'affaire Zayed et Bouna, quel impact dans les analyses et pourquoi pas, est-ce que ça va impacter certaines de vos stratégies, sachant que vous êtes tous, de près ou de loin, liés à la question de la militance face aux violences policières. Donc, si tu pouvais commencer, parce que tu as été très impliqué dans le procès, ou en tout cas, tu as fait un compte-rendu assez régulier. Alors, ça aura un impact, oui, pas. Oui et non, en fait, pas particulièrement, dans la mesure où ça fait 10 ans. La mort de Ziad Ebouna, c'était en 2005. Entre-temps, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la vie des suites d'une interpellation, d'un contrôle ou d'une perquisition à domicile. Et c'est une question qui revient assez régulièrement et qui pose des interrogations constamment, à la fois aux militants, aux associations, aux citoyens et aux familles qui vivent ces drames. Néanmoins, peut-être que la question de la justice, en fait, la question du droit des plaintes est revenue et est assez importante. Enfin, il y a une vraie volonté de ne plus rien laisser passer et de se saisir de la justice à chaque fois que nécessaire. Donc, en gros, suite à la relaxe, qui est pas un élément novateur dans le fait que des policiers soient relaxés, c'est le fait que à partir de maintenant, il faut vraiment s'impliquer dans la question judiciaire, ou en tout cas ne plus laisser faire, ne plus laisser passer. C'est ça, il y a deux choses. Il y a effectivement, il faut qu'on arrive à gagner des procès sur des affaires de crimes policiers, mais aussi sur des affaires de violences policières et de contrôle aux faciès. Et il faut aussi pouvoir apporter un soutien aux familles des victimes. Et c'est important en fait d'accompagner ces familles aussi bien en des termes juridiques qu'en des termes financiers et moraux. Yannos, si tu voulais. Que toi aussi tu suis. Alors d'accord, donc je répète, je m'exprime en tant que moi-même et que je fais partie de ce réseau-là, Résiste Ensemble contre les violences policières. Hein. Et donc je veux dire par rapport à ça que bien sûr il faut soutenir les familles, bien sûr on discutera des questions juridiques, etc., comment faire, comment être le plus efficace. Mais moi je pense que c'est la rue, hein. C'est la rue qui doit bouger. Si on peut faire pression sur la justice, c'est par la rue, par la mobilisation, et que autrement, de toute façon. L'État n'a pas peur de nous, l'État n'a pas peur des avocats, etc. Mais c'est pas une surprise ce jugement, hein. C'est-à-dire que c'est surpris personne, sauf que c'est pour moi le plus important qu'il y a eu une mobilisation devant les tribunaux. J'étais à Bobigny là, il y a eu 400 personnes, c'est pas la foule, c'est pas les millions, hein, pas assez, mais quand même. Et ce qui est intéressant, qu'à Bobigny quand même, il y a eu un mélange des différentes populations. C'est majoritairement des gens qui, essentiellement parisiens et dans la mouvance militante. Mais un peu moins quand même. Hein. Ça a été organisé par les jeunes et on sentait que c'est des jeunes. Il y a la musique, il y a des discussions aussi, des débats. Ça tranche un peu des commémorations, enterrements. Et on sentait bien que, je dis pas, j'espère que c'est l'ouverture d'une nouvelle époque, bien sûr. Hein. Et toi, Christelle, sentiment, parce que toi, tu as été pendant un moment membre du mouvement de l'immigration et des banlieues, donc qui a été une structure qui a été très impliquée dans les années fin 90, début 2000, sur la question des violences policières. C'est intéressant d'avoir le regard de quelqu'un qui a connu ça, mais qui a un peu de recul sur la scène militante à l'heure actuelle sur la question des violences policières. Affaire Zayed et Bouna, des faits judiciaires. Je dirais que en 2005, quand tout ça arrive, quand tu rentres dans l'affaire, quand on s'intéresse à l'affaire, on n'a pas beaucoup questionné, par exemple, c'était qui l'avocat des familles ? Jean-Pierre Mignard et tout ça, c'était qui cet avocat ? Si on remonte, c'était qui cet avocat ? Cet avocat, donc aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est un grand ponte du Parti Socialiste. Très étonnant de se dire que ce bonhomme, il n'était pas au courant de la manière dont était instruite cette affaire. C'est difficile de croire qu'il n'a pas joué un certain, un certain rôle de temporisateur. Ouais, d'écran. Donc tu te dis, voilà, il y a comment ce type d'affaires peut devenir des tremplins pour des hommes politiques, des tremplins pour des organisations, pour des gens qui vont s'improviser intermédiaires d'eux, représentants d'eux. La chose qui saute aux yeux dans cette affaire, c'est de se dire comment cette affaire a eu un écho national à ce point et de voir après à quel point
ça n'a pas été à la hauteur dans le traitement judiciaire, dans le traitement juridique, dans la manière d'en parler. Il est important de créer nos histoires, de raconter les histoires telles qu'elles se sont passées et de reconstituer en fait la véracité des faits. On l'a vu et ça nous a frappé avec la mort de Ziad Ebouna. Peu de gens savaient ce qu'il s'était passé. Donc la première chose, et ça a été une initiative de la metteur en scène Noël Cazenave, a été de reconstituer en fait ce qui s'était dit pendant le procès pour reconstituer le chemin de Ziad Ebouna ce 27 octobre 2005 et comment ils sont allés vers la mort alors même que les policiers le savaient. Mais là, ça a été important de voir que le délibéré, enfin la décision de justice, en tout cas le procès Ziad Ebouna, a très largement mobilisé les réseaux au-delà de ceux qu'on a l'habitude de voir sur les questions de violence policière et d'abus policiers. Et ça présage quelque chose d'assez bon pour la suite, puisqu'il y a même des associations qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qui là ont fait la démarche de construire en tout cas des mobilisations ensemble. Donc il y a des choses qui sont en construction et qui bénéficieront, qui s'appuieront sur les convergences et les synergies qui ont été créées ces dernières années. Par rapport à la question de la communication et des médias, parce que tu fais partie d'un réseau qui est centré sur les questions des violences policières, qui s'incarne au travers d'un mensuel, un 4 pages, et la question se pose aussi par rapport aux violences policières, c'est toute la dénomination, les termes. Parce qu'on parle de beaucoup de choses quand on parle des violences policières. Violences policières, abus policiers, crimes racistes, crimes sécuritaires, crimes policiers, assassinats, et les mots sont importants, ont une teneur politique et une teneur judiciaire. Et il y a il faut le dire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur comment dénominer certains types de violences policières, certaines affaires, et c'est parce que c'est une vision, une analyse de la police et de son fonctionnement. Et alors, quelle question, comment parler des violences policières pour que ce soit audible, non pas auprès des militants, mais auprès des populations ou des violences. C'est un gros débat, parce que ça, en français, donc entre violence policière, c'est souvent trop gentil et trop large. Quand tu dis meurtre, c'est involontaire. Souvent, au mieux des cas, c'est un meurtre involontaire. Mais Ziad Ebouna, c'était aussi c'était même pas meurtre, c'était non-assistance à personne. Non-assistance. D'abord, ça descend chaque fois. Au début, peut-être, il y a meurtre, après violence, après non-assistance, etc. Mais en tout cas, quand on parle d'assassinat, je pense que l'État peut porter plainte. Il y a un gros procès. Il y a 7 procès contre armées du groupe La Rumeur. C'est un petit bouquin qui est sorti avec leur disque. Une brochure dans laquelle il faisait un article. Des milliers et des milliers de frères assassinés par la police. Et là-dessus, Sarkozy a porté plainte. Après, cour de cassation, perdu, etc. Finalement, c'est pas si simple. Parce que si c'est pas quelqu'un qui est soutenu par un collectif ou une association, dire les polices assassinent, il peut foutre en tôle en 6 minutes. Et personne n'est au courant. C'est-à-dire que ça, à mon avis... Il n'y a pas de règle d'exploitation. Mais Christelle, par rapport au terme, parce qu'au-delà de le procès, c'est aussi dénominer un terme, par exemple utiliser meurtre, crime raciste ou crime sécuritaire, c'est une vision, une analyse qu'on a de certaines affaires et pas tout, parce que souvent on utilise un terme pour désigner toutes ces affaires et quand on s'intéresse réellement aux enquêtes, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes affaires, ce n'est pas les mêmes histoires, que ce soit en garde à vue, dans la rue, lors d'un affrontement, une rébellion, d'un pare-choquage, d'un tabassage ou autre. Et c'est souvent, il y a des fois des rejets de certaines personnes disant vous allez trop loin, vous utilisez des termes à tort et à travers, et ça peut être préjudiciable d'un point de vue judiciaire, parce qu'on peut se faire attaquer, et même politique, où tu as des gens qui refusent d'utiliser le terme assassinat en disant on ne sait pas, il faut mener l'enquête, et ça peut provoquer des clashs. Il y a eu des histoires où en fait des militants politiques concernés par les violences policières, entre guillemets, étaient rejetés par certaines familles en disant vous allez trop loin, vous ne savez pas, et vous parlez pour nous, et ainsi de suite. Notre responsabilité aux militants qui vont à un moment donné soutenir ou s'engager dans une affaire, c'est de respecter les réels termes qui correspondent aux réels faits. Et ça peut être très difficile. Moi, je me rappelle en 97 d'Amari Lélis, par exemple, une manifestation au sein de dans la cité, et des leaders du MIB qui expliquent qu'à ce moment-là, ce jour-là, on ne peut pas parler de crimes policiers, on n'en sait encore rien. Les éléments que nous avons, ce sont ça, ça, ça et ça. J'avoue, j'étais là, presque ça m'a coupé un truc. J'aurais voulu entendre à ce moment-là, avec la jeunesse de mon engagement et tout ça, et puis la révolte que ça avait créée à l'intérieur,
des termes plus empoignants, quoi, qui t'empoignent davantage, des discours. Il y a des gens qui auraient pu dire ils sont en train d'essayer de nous calmer. Oui, parce que ça peut être pris comme ça. Oui, oui, oui. Neutralisation des Et termes. en fait, pas du tout. C'était pas du tout une histoire de neutraliser les choses, c'était une histoire de faire attention aux nôtres. Le premier de tes devoirs, c'est de mener la lutte avec les gens qui vivent là, qui sont là. Et donc de faire attention aux uns aux autres. Donc, Après, voilà ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de communication, c'est à qui on s'adresse. À qui on s'adresse dans notre acte et tout ça. C'est une histoire de... Voilà, c'est de pour ça que je dis- stratégie. Voilà. Alors, sur la question de la communication et le choix des termes, le collectif Stop le contrôle aux faciès utilise 4 grandes familles, je pense. Il y a les contrôles aux faciès, il y a les abus policiers, les violences policières et les crimes policiers. Chaque cas est différent, chaque cas a sa particularité, donc c'est super important. Et c'est à la fois une question de responsabilité, de crédibilité et de stratégie d'objectif, de bien préciser à chaque fois dans quel cadre on est et d'apporter tous les éléments nécessaires, toutes les précisions nécessaires, et pour ne pas porter sur un fait une accusation qui n'est pas la vraie. Oui, Yannou, si tu voulais. Bon, alors, je pense que il me semble qu'il est plus au-delà du choix des termes, ce qui est important, c'est établir la réalité des violences, des faits, des violences policières. Après, on appelle ça assassinat, meurtre. Moi, je m'en fous. Le fait que Lamine Dieng est attrapé et plié en deux, il meurt dans un cadre de police, ou bien que Ali Ziri, qui est paisible retraité, meurt à la suite de son passage au commissariat d'Argenteuil, ou bien que Hakim Hajimi est plié en deux devant les Champs-Élysées de Grasse, devant 3000 personnes, et crève par terre devant tout le monde, mais pas dans un cas, pas dans un commissariat, devant tout le monde. Et les policiers, ils ont 3 mois avec sursis. Je pense que les gens qui ont protesté contre ça, ils ont davantage de prison. Ils ont protesté que les policiers qui étaient reconnus quand même un peu coupables, franchement. Et donc, le problème, il faut établir les faits. Il faut démontrer, c'est la première chose, que les flics tuent. Il faut démontrer que la police tue, on appelle ça meurtre ou assassinat. À mon avis, c'est peu important. Il faut établir les vérités des faits, parce que les faits sont cachés, comme dans le cas de Ziad Bouna. C'est tout un travail collectif de démontrer la réalité, démasquer la réalité des violences policières, qu'on n'est pas même pas violence étatique. C'est ça le problème, à mon avis, avant tout. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Yannou, parce que dans la question de communication et des médias, par rapport à la version, pourquoi travailler sur une contre-enquête, devenir expert des affaires judiciaires, c'est parce que immédiatement après l'affaire, quelle qu'elle soit, il y a une version officielle qui est défendue. Et parmi les premiers qu'on voit arriver, c'est les syndicats de police. Et après se pose la question, comment les familles, les collectifs de familles, les associations, les militants doivent investir les champs des médias pour amener une contre-version. Et il y a aussi la question, ce qui est sous-jacente à la question des médias, on va dire médias grand public, c'est la question des réseaux sociaux. Comment informer dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une stratégie volontaire d'aller dans les médias pour contrecarrer, parce que c'est la première chose, c'est classique, hein, ce que vont retenir les gens, c'est ce qui a été dit en premier. Alors moi, je crois qu'un rapport de force, autrement, c'est les hommes politiques, y compris les journalistes, quand ils jouent, tentent de jouer le jeu, ils protègent leurs propres fesses. Hein. C'est ça, en disant parce qu'ils ne veulent pas perdre le pub, ils ne veulent pas perdre ceci, cela, les télés, tout ça. Moi, j'ai aucune confiance. C'est-à-dire que, voilà. Je ne suis pas d'accord en fait. Effectivement, il faut un rapport de force pour que les médias puissent traiter des sujets. Mais le rapport de force, il peut aussi se créer notamment sur les réseaux sociaux pour convaincre des journalistes de s'en occuper. Il y a énormément de journalistes qui se sont intéressés à mener une contre-enquête et à une autre version, qui sont allés interroger les familles, qui ont relayé les appels à témoins, etc. Mais parce qu'il y a du travail derrière. Moi, la dichotomie entre ceux qui likent les statuts Facebook et qu'on ne retrouve pas sur le terrain, ce n'est pas forcément la bonne question. Il y a vraiment quelque chose qui se joue sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à l'affaire de Bertrand Bilal à Jouer-les-Tours, qui avait été accusé d'avoir poignardé des policiers au sein du commissariat de la ville en criant Allahu Akbar. Il y a plusieurs personnes qui se sont mobilisées, notamment sur les réseaux sociaux, en diffusant des photos qu'ils avaient prises ce jour-là devant le commissariat, etc., et qui ont apporté des éléments qui pouvaient contrebalancer la version médiatique. Il y a des communiqués de presse qui ont été envoyés, il y a une conférence de presse qui a été envoyée. Moi, je me rappelle d'articles de Rue 89, de La Rotative, de Mediapart notamment,
mais aussi des journaux télévisés Et des de journaux France locaux. 3, effectivement, et des journaux locaux qui avaient dit attendez, là c'est extrêmement bizarre, la version policière ne tient pas, il faut donner de la voix aux versions des familles, à la version des associations et à la version des témoins sur place, avec une conférence de presse qui a été organisée malheureusement le 7 janvier. Après, bon voilà, c'est extrêmement dommageable dans la mesure où il y avait toute la presse qui était revenue, donc il y avait notamment TF1, France 2, etc., qui étaient là pour écouter l'autre version, parce que tout donnait à voir et à penser que la version policière ne tenait pas. Mais si ça n'avait pas eu lieu, ouais, on aurait eu assez d'éléments, et notamment dans les médias traditionnels et dans les grands médias, pour réinterroger la version policière. Au lieu d'opposer les différentes techniques de militantisme et les différentes stratégies adoptées par les militants, il est nécessaire de mesurer la force de chacun de ces outils pour faire avancer les causes par tous les moyens nécessaires. Non, mais déjà, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a différentes stratégies, parce qu'on est dans un tel flou sur les violences policières, parce qu'en fait, quand on regarde concrètement, il y a très peu de gens qui sont impliqués par rapport à la situation française, à ce qui se passe dans les quartiers populaires, et qu'il y a, pour ceux qui ne sont pas dedans, de considérer que tout va de soi et qu'il n'y a qu'une seule stratégie. L'intérêt de ce genre de discussion à la faible échelle mondiale, c'est de dire qu'il y a différents types de stratégies, différents types d'analyses, différentes méthodes militantes, et après à chacun de voir lesquelles sont les plus appropriées. Pourquoi c'est important de s'intéresser au terme du débat, entre guillemets, ou au terme des affaires et tout ça, et d'être précis là-dessus? Parce que c'est ce qui peut permettre d'établir une stratégie, entre guillemets, payante. Dans ce type d'affaires, c'est aussi et surtout comment ne pas subir, en fait, pour les gens, pour les familles, pour les habitants du quartier concerné. Il y a des choses qui ont été gagnées grâce à la manière de communiquer sur ces affaires. Et de mobiliser. Mais justement, pour rebondir là, et pour qu'on continue là-dessus, c'est la question sur le lien, justement, entre les quartiers, les populations et les mobilisations face aux violences policières. Quelle pratique, quelle méthodologie vous avez pratiqué, ou par rapport à vos expériences que vous avez eues récemment ou plus anciennes, impliquer les premiers concernés. Comment lier, sans pour autant qu'il y ait des rapports de suggestion, d'affrontement, d'opposition qui peuvent se faire, ou qui se font, enfin je ne sais pas. Dans les quartiers, pour avoir fait des débats sur les questions des violences policières, c'est pas si évident que ça, parce que tu as le discours de dire voilà, la question qui est taboue, qui est dure à parler, c'est la question des profils des victimes. Première stratégie que mettent en place les syndicats de police ou autres, dès qu'ils interviennent, c'est sortir le casier judiciaire et ainsi de suite, dire voilà, c'est pas n'importe qui, quelqu'un qui avait déjà eu affaire à la police, donc c'est pas n'importe qui. Et leur stratégie marche, entre guillemets, dans le sens où, vous voyez, c'est pas toute la population qui est victime de dérapage ou de bavure policière, c'est certaines personnes qui, au bout du compte, il l'a bien cherché. Non, attends, mais par exemple, Aliziri, oui, mais 69 ans, pourquoi les gens n'ont pas bougé massivement? 69 ans, paisible retraité, qui va acheter des fringues, qui avait picolé, etc. Bon, Aliziri, on ne peut pas dire que c'est un trafiquant, c'est pas un jeune, etc. Alors pourquoi la police est un tabou et quasi intouchable en France? Pourquoi dans certains quartiers, tu as à la suite d'affaires, quelles qu'elles soient, mais qui sont liées aux violences policières, des mobilisations qui ont un certain écho dans les quartiers et d'autres peu ou pas? Parce qu'il y a aussi des militants sur place qui sont reconnus, ou il y a des réseaux sociaux aussi qui passent, ou je ne sais pas. C'est la configuration des quartiers qui pèse plus que la question en tant que telle. Ça dépend aussi de l'histoire du quartier, ça dépend de la municipalité, PC, PS, UR, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, comment il faut analyser sur place. Est-ce qu'il y a des traditions de lutte? Quelles luttes ont été perdues ou gagnées, etc. Est-ce qu'il y a des militants qui sont reconnus ou des associations reconnues sur le quartier? En gros, pour le collectif Stop le contrôle au faciès, il y a plusieurs choses. Il y a eu d'abord la mise en place d'un numéro de téléphone, un pôle juridique sur lequel les citoyens peuvent appeler quand ils sont victimes de contrôle au faciès ou d'abus policiers ou quand ils sont victimes de violences policières. Donc ça permet de mobiliser parfois sur des territoires précis, parce qu'on se rend compte que dans telle ou telle ville, c'est pas une personne qui est victime d'abus, mais c'est 15-20 personnes dans le même quartier. Du coup, on leur propose un accompagnement à la fois juridique, mais un accompagnement aussi de mobilisation sur le terrain. On essaye de travailler avec les associations locales pour voir ce qui peut être
fait aussi bien avec la police qu'avec la municipalité, le préfet, le député, etc. Donc c'est aussi une manière de travailler avec les gens sur le terrain. Il y a différentes réalités, il y a différents moments, et c'est vrai que tout dépend des quartiers sur lesquels on intervient. Aucun quartier n'a la même histoire. Il y a des quartiers dans lesquels c'est plus facile de mobiliser, puisque les gens ont l'habitude, parce qu'il y a des gens qui sont déjà engagés, ou parce que la colère est tellement forte que la résignation et la peur ou le désintérêt ont été dépassés. Et dans d'autres quartiers, c'est plus difficile. Ça dépend vraiment des identités, des particularités, etc. De l'histoire, du réseau de sociabilité, bien sûr, tout exactement. ça. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas avant 2005, les luttes auxquelles j'ai pu participer, dans leur manière de se conduire, ne cherchaient pas tant à organiser les quartiers que à rencontrer les quartiers. S'intéresser au quotidien de ces gens aussi. Qu'est-ce qu'ils vivent au-delà de ça dans leur quotidien. Elle parlait de problème des logements, problème de l'histoire, de la mémoire, de la précarité, de la drogue, voilà, de tout un tas de l'éducation au rabais. L'objectif aussi dans ces luttes-là, c'était de faire avec les gens, de traverser un moment avec les gens. C'est pour ça que c'est peut-être difficile un peu peut-être j'ai du mal, je sais pas je sais pas si ça se comprend. 10 ans après, 15 ans après, dans les quartiers où nous sommes allés sur telle ou telle affaire, les gens sont restés en lien encore aujourd'hui. C'est sur ce réseau-là, enfin c'est sur ce socle-là que ça s'appuyait et que même vis-à-vis de l'institution, c'était vu autrement. L'institution avait bien plus peur de gens de la cité qui d'un coup s'organisent que finalement de partis, de groupes de gauche, de machin. Et par rapport à ça, justement, pour le lien avec les collectifs de familles qui se font, comment ça se... Parce que c'est une difficulté entre... Il y a une famille qui a vécu un drame. C'est pas la question comment se lier, mais est-ce que c'est... quelle stratégie par rapport au collectif de famille? C'est marcher avec, les supporter, donc être constamment uniquement derrière, c'est les seuls à pouvoir parler, à pouvoir s'impliquer en tant que tel, ou il peut y avoir des divergences. Et toi, Yanos, par rapport aux différentes années, aux différents collectifs avec lesquels tu as travaillé et tout ça, c'est quoi ta mise en marche, quoi? C'est marcher avec, rejoindre les collectifs individuellement, être derrière, ou même, ce qui t'est arrivé, je ne sais pas, de ne pas être d'accord politiquement avec certains collectifs et certaines stratégies? Mais avant tout, il faut qu'il y ait un collectif. C'est pas du tout évident, parce que violence policière, ça peut arriver à n'importe quelle famille qui était loin de la politique, quelconque, n'importe qui. La première réaction de la famille normale, qui ne sont pas des militantes, que je fais confiance à la justice de mon pays. Ça, c'est automatique, c'est normal. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas de collectif. Les familles sont entourées, on vous soutient. Après, les célébrités, les médias partent, il n'y a rien. La famille se retrouve toute seule, avec souvent des avocats bidons. Et la tactique policière et judiciaire, c'est le chewing-gum. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas de juge d'instruction déjà. C'est une lutte, etc. Et finalement, tout le monde se démobilise. Puis on oublie l'affaire. Après arrive le non-lieu, le relax, tout ce que vous voulez. Déjà, quand on parle d'une affaire, quand déjà un juge d'instruction est désigné, c'est une victoire. En réalité, c'est une défense politique qu'il faut, et l'avocat doit être soumis à la famille, au collectif, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. L'évolution des collectifs dans le temps, en fonction des expériences de lutte. Et ce n'est pas les vrais collectifs où il y a aussi des soutiens, comme on dit, mais aussi la famille, des militants, des amis, des gens du coin, etc., qui sont ensemble, qui luttent ensemble pendant longtemps. À l'Isir, il a fallu lutter pendant des semaines, discuter avec la famille, ramasser des milliers d'euros pour payer l'histoire de morgue, pour que le corps soit maintenu en France, qu'on puisse faire réaliser une contre-expertise, que la contre-expertise démontre qu'il y a des centaines de contusions sur le corps, qu'il a été battu, etc., etc. Si la famille avait cédé aux pressions, le corps s'est rapatrié et il n'y a plus d'enquête, plus rien. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, immédiatement, je finis par là, la famille qui n'était pas du tout préparée à ça, heureusement, se retrouve dans un milieu de tempête politique où toutes les forces politiques du pays apparaissent. En fait, tout se résume à, au-delà d'essayer de maintenir, de faire exister un collectif, au-delà d'être confronté en premier lieu, tu ne l'as pas choisi à la police. Là, tu choisis la confrontation à la justice, c'est porter l'affaire sur la justice. Et quelle stratégie? On peut rebondir sur l'affaire Ziyad et Bouna, sur la stratégie qu'a décidé et choisi l'avocat, mais aussi les liens entre le collectif et l'avocat. Tu le disais,
on n'est pas expert des affaires judiciaires. On n'est pas avocat pour la plupart des familles qui se retrouvent à ça, sauf exception. Très peu ont une compétence, même les militants. Il y a comme une espèce de désertion devant le champ judiciaire, considérant que c'est plié. La justice et de facto couvrira les siens, la police ou même dans d'autres histoires, donc ça ne sert à rien. À la limite, t'entends même jusqu'à des discours comme ça de militants. Mais quand tu compares à l'étranger, parce que c'est toujours intéressant de voir ailleurs, parce que c'est pas spécifiquement français, des violences policières, tu vas aux États-Unis ou même en Angleterre, la justice, c'est avant tout un champ de bataille politique, c'est-à-dire que les gens s'investissent dedans. Tu as beaucoup de militants qui sont impliqués dans ces histoires ou qui sont des militants, on va dire, dits radicaux, qui ont des compétences judiciaires. Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout dans la justice, mais sans avoir d'illusions. À mon avis, la lutte dans la lutte judiciaire a un seul sens, obtenir la vérité et obtenir l'honneur de la famille. Mais c'est d'où l'intérêt des enquêtes, des contre-enquêtes, de l'expertise, des contre-expertises. Mais il faut aller. Mais déjà, mais même symboliquement pour la famille, savoir que tu as trouvé la vérité, qu'il n'est pas mort dans les conditions dans lesquelles la police avait dit qu'il était mort et donc c'est sa faute. Mais toute cette question judiciaire, il y a des affrontements entre des gens, par exemple comme toi, Yanos, qui dit qu'il faut aller jusqu'au bout, et d'autres qui considèrent que ça ne sert à rien. C'est comme si on désertait certains champs politiques en disant c'est plié, la justice elle est du côté de l'État, donc ça ne sert à rien de s'y impliquer. C'est aussi question de fric, de soutien. Par exemple, tu veux aller en justice, parce que souvent le procureur classe l'affaire, donc il n'y a pas de juge d'instruction. Pour avoir un juge d'instruction, il faut se constituer partie civile. Pour se constituer partie civile, il faut déposer une certaine somme. Déjà, les familles n'ont pas de fric, donc il faut qu'il y ait du fric pour ça. Ensuite, il faut trouver un avocat, il faut obtenir de l'aide juridictionnelle. Si on ne peut pas, il faut payer quand même quelque chose aux avocats. Il faut du fric en ce moment-là. Si on peut en première instance, il faut aller en appel. Pour aller en appel, il faut encore d'autres avocats, c'est encore du temps. Et donc, c'est pas la portée de tout le monde. Il faut des gens, un collectif solide, il faut du fric, il faut la volonté, il faut des avocats qui veulent se battre, etc. Et c'est des années et années. Souvent, les familles ont ras-le-bol, tout le monde a ras-le-bol. C'est là-dessus qu'ils jouent. Vous voulez rajouter ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la question de la formation juridique. Moi, ça me semble extrêmement important que tous les militants qui travaillent sur les questions des violences policières et des abus policiers soient formés, connaissent le code de procédure pénale, connaissent les droits et les devoirs des policiers. Et c'est vrai qu'au collectif Stop le contrôle aux faciès, c'est extrêmement important parce qu'on a un pôle juridique et qu'on a beaucoup travaillé sur la question juridique, tout simplement parce que la première chose qu'on nous a dit, c'est il n'y a pas de question d'abus policiers puisqu'il n'y a pas de plainte sur les abus policiers. Elles sont rares les plaintes, donc ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la volonté et la nécessité d'augmenter la masse de plaintes et de saisines sur les questions d'abus policiers pour avoir une consistance en fait pour pouvoir dire non, c'est une réalité, ça existe, c'est juste que les gens ne voulaient pas, qu'ils avaient peur de porter plainte, qu'il y avait une résignation, qu'il y avait la peur aussi de s'engager dans des procédures judiciaires longues et coûteuses, mais ça ne nie pas la réalité des faits. Ensuite, sur la question d'aller en justice, pareil, c'est extrêmement primordial. Moi, je serais d'avis de dire qu'il faut absolument rien laisser passer. Il faut porter plainte à chaque fois que cela est nécessaire, que ça fonctionne ou pas. Ça permettra de toute façon, d'une manière ou d'une autre, de faire avancer le débat. Si on arrive à bien allier la question de la communication et de la justice et qu'on communique bien sur les affaires judiciaires, de toute façon, ça permet de sensibiliser les médias et l'opinion publique sur la réalité de ce qui se passe et sur ces différents cas. Donc c'est extrêmement important. Je pense que ce serait important de profiter de la convergence des associations sur la question des violences policières et des abus policiers pour constituer un vrai pôle d'avocats qui seraient des experts sur les affaires policières. Tout à fait, qui seraient disposés à prendre une affaire pro bono tous les mois, ils peuvent se répartir ou sinon, et s'occuper de ça. Je rebondis sur ce que tu dis, il y a aussi d'autres idées, il y a des stratégies, par exemple en Angleterre, tu as le monitoring group, tu as d'autres expériences intéressantes de voir ce qui se passe à l'étranger, qui connaissent et qui ont connu à des moments des émeutes d'extrêmement violence suite à des affaires judiciaires, et tu as des gens qui ont des ailes de permanence juridique. Donc on peut prendre par exemple le cas, qui n'a rien à voir sur les violences policières, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, qui a des permanences juridiques spécialisées sur les causes, sur les actes islamophobes et autres. Est-ce que l'idée, ça traîne depuis des années, d'une institution autonome, para-institutionnelle, ça dépend des stratégies, ne peut pas avoir justement une aile judiciaire permanente des gens experts sur les violences policières? Parce que tu vois, aux États-Unis, ce qui fait l'impact, c'est que tu as des avocats spécialistes des violences policières. Je pense que c'est très important ce que tu dis. C'est pas si évident que ça. Trouver des avocats qui soient compétents et qui se soumettent. Il faut que les avocats se soumettent. S'il y a un pôle judiciaire avec les avocats qui connaissent le code de la procédure pénale, on s'en fout. Par exemple, on a vu dans le cas de Hakim
À Jimmy, il y a l'avocat qui était vachement connu. Il connaît le code de procédure pénale, il a accepté de défendre, il a fait une défense de merde. Il n'a fait pas une défense offensive, comme les Panthères Noirs, quand ils étaient en tôle. Il y a une défense offensive contre l'État, contre la police, pour dénoncer l'injustice, le racisme, l'oppression sociale, etc. S'il y a un code judiciaire, je veux bien, mais à condition que ça soit clair sur quelle base, qui dirige, les familles ou bien les avocats. Ça, c'est quelque chose. L'intérêt des victimes ou l'avocat qui va faire une brillante démonstration judiciaire et sort ses atouts. Voilà. Christelle, tu voulais... Bon, bien sûr que l'expérience avec un certain nombre d'avocats nous a conduit à se dire qu'il fallait penser aussi le mouvement dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est aussi à nous de former l'avocat. Puisque nous avons une expertise, l'alliance politique, médias, police, justice, on a bien saisi comment ça fonctionne tout ça. C'est vrai que par exemple, à l'époque du MIB, il y avait un avocat qui était, entre guillemets, un militant du MIB. Et c'est vrai que ça a pu changer pas mal de choses dans la manière de conduire stratégiquement avec les familles une défense et d'établir une défense ensemble et de dire par où on va opérer, quelle est la stratégie de communication, on sort une affiche du dossier, on prend une photo du dossier sur la reconstitution. Je veux dire, il y a des avocats et au début, secret de l'instruction, on va le faire. On l'a fait dans l'affaire Caïf, on l'a fait, l'affaire elle a fini aux assises. Donc, voilà. Tu parlais avant de monitoring group. C'est vrai que c'est une expérience. C'est une structure anglaise. Une structure de défense en Angleterre, sur les violences policières. Sur la question des violences policières, qui a un pôle juridique aussi, qui a une antenne, mémoire. Histoire, mémoire de qui étaient les victimes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, tout ça. Qui essaye de rétablir la vérité. Les marches et les commémorations, c'est nécessaire, mais c'est pas la hauteur. C'est pas la hauteur et c'est ce qui fait que ça fait mal. Et soit nous arrivons un jour à créer notre institution à nous, qui s'occupe de nos affaires à nous, qui est dirigée vers les nôtres, qui est dirigée vers les termes du débat que nous on pose. Et tu vois ça venir ? Je sais pas si je le vois venir. En tout cas, qui permet d'un côté de travailler sur cette vérité, histoire, mémoire, archives, médias, machin, et qui soit à disposition des familles pour l'argent que ça va coûter, tout ce qu'on disait avant sur communication, stratégie, et que les gens ne subissent pas. C'est très délicat, c'est très difficile de justement faire la part des choses entre l'objectif politique, l'affect que ça coûte. C'est toute une articulation de différentes choses qu'il faut prendre en compte pour que des familles puissent être, elles aussi, pilotes de ce type de structure, tout en ayant une certaine indépendance dans l'action qui va être menée et tout ça. Donc c'est très délicat. C'est des choses, je pense que c'est pour ces raisons-là aussi que ce type de structure n'existe pas encore, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Yanos, pour conclure, Pour conclure, alors, je ne vois pas de solution miracle, effectivement. Juste pour dire que ce type, pardon, je suis la meuf relou. Non, mais que l'objectif de ce type de structure, c'est de déglinguer le paternalisme politique qui se met dans ce type d'affaires et qui permet à certains de faire tremplin, de se servir de ce type d'affaires pour se monter. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, on a discuté à Grasse, je me souviens, 2-3 ans de la création de ce genre de structure, et puis une sorte de fondation, etc. Moi, je pense que c'est pas mal, quand même. Mais maintenant, le problème, ça s'est pas fait. La solution viendra des quartiers. C'est les gens qui vont s'organiser ou ils ont montré que, quand même, 2005, c'est qui est-ce qui a organisé ? Personne. Pas les partis, pas les assos, pas les fondations, pas les etc. C'était des jeunes de quartier ou des gens de quartier qui ont ras-le-bol, ras-le-cuit, on réagit, on va pas se laisser faire. Et je pense que ces forces existent toujours, que l'idéal, ce serait dans le quartier se forment des
genre de comité de contre-violence policière, indépendant des mairies, de toutes les bonnes volontés de merde. Et je pense qu'une fois ces collectifs se feront, peut-être on peut discuter d'une alliance, d'un collectif, des collectifs, ce genre de choses. Je ne crois pas qu'on puisse lancer une mobilisation nationale maintenant. Qui va faire ça? Qui est-ce qui a le crédit? Qui a l'autorité? Aucun parti, aucune association, etc. C'est-à-dire que ça ne vient pas de par l'en bas où ça se pose. Il faut répandre les idées, faire la propagande, répandre les idées, discuter, etc. Moi, j'y crois ça. Évidemment, ce n'est pas génial, mais bon. CM. C'est démocratique. Ça va être court car répétitif. Je pense que la première chose, je suis assez d'accord, ça viendra du bas et il faut que les quartiers s'auto-organisent en fait et qu'ils se mobilisent pour leurs droits et pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir et surtout pour que cesse l'inégalité de traitement et les injustices. Que les gens se forment à leurs droits, je pense que ce serait le deuxième truc. Et puis, il y a toujours en cours le reçu du contrôle d'identité. Alors certes, ça ne règle pas du tout la question du racisme institutionnel, des violences policières, des crimes policiers, etc. Mais ça permet au moins de régler deux questions, celle de la traçabilité des contrôles d'identité. Et bien souvent, les abus et les dérives qui ont eu lieu, se sont produites suite à des contrôles d'identité. Donc, je pense qu'il est important de travailler sur ça. Donc, le reçu du contrôle d'identité, la formation des policiers et la création d'une commission indépendante qui serait chargée de statuer en cas de litige avec la police, que ce soit du simple et pur contrôle aux faciès au crime policier. D'accord. Bon, merci, ça a été long. Merci aux invités. Donc c'est juste un premier volet de discussion. On n'a pas fait le tour de la question, mais ça pourrait être sujet à d'autres débats, d'autres discussions. Il y a des initiatives qui vont avoir lieu prochainement, donc c'est assez régulièrement au niveau de l'Île-de-France et tout le reste de la France. Et à une prochaine discussion de Quartier 21. Merci.